Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on démarre notre cours de topologie. Alors cette série de vidéos va, je pense, durer une bonne dizaine de vidéos. Donc l'idée, c'est de parcourir l'ensemble des notions vues en première et deuxième année de post-bac, toutes sections confondues. Il faut noter d'ores et déjà que c'est une thématique qui pose beaucoup de problèmes pour les élèves de supérieur. C'est nouveau, ça demande beaucoup d'abstraction et il n'y a plus de calcul pour prendre des points. Il faut connaître correctement son cours, comprendre comment les notions s'imbriquent les unes avec les autres et être capable de fournir des démonstrations de qualité. Et comme tout cours de topologie, on va commencer par parler des espaces vectoriels normés et des espaces métriques. C'est parti, let's go! Allez, on démarre avec les espaces normés et avant toute chose, on a besoin bien entendu de donner la définition d'une norme. Alors c'est quoi une norme? D'abord, il faut se placer dans un cadre précis. On est dans un espace vectoriel. Si vous avez du mal avec cette notion, j'ai commencé un cours d'algèbre et la première vidéo de ce cours parle justement des espaces vectoriels. Alors une norme sur E, c'est quoi? C'est simplement une application qui a X associe ce nouveau symbole que vous avez déjà dû croiser, les doubles barres de chaque côté de X, et qui va de E, notre espace vectoriel, dans R+, donc qui renvoie un nombre positif. Tel que, il faudra apprendre ces trois axiomes parfaitement, puisque pour caractériser une application comme une norme, il faut que ces trois axiomes soient vérifiés. Donc premier axiome, une norme est nulle si et seulement si le vecteur à l'intérieur est nul. Je rappelle que les éléments d'un espace vectoriel sont appelés des vecteurs, même si c'est un espace vectoriel de fonction ou de polynôme ou ce que vous voulez. Ok? Deuxième axiome, la norme de lambda x, pour lambda un réel et x un vecteur de notre espace vectoriel, est toujours égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Et le troisième axiome à vérifier, et c'est toujours le plus difficile à démontrer, l'inégalité triangulaire. La norme de x plus y est toujours inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y. Et ce, pour tout xy appartenant à notre espace vectoriel. Ça veut dire quoi? Simplement que la distance la plus courte entre deux points est toujours la ligne droite. Donc une fois qu'on a défini ce qu'était une norme sur un espace vectoriel, on va pouvoir maintenant donner la définition d'un espace vectoriel normé. Un espace vectoriel normé, c'est simplement un couple où d'une part on a notre espace vectoriel et d'autre part on a une application sur cet espace vectoriel qui respecte les trois critères qu'on a précédemment définis et qui fait de cette application une norme. Et c'est donc ce couple qui porte le nom d'espace vectoriel normé. Alors maintenant, donnons quelques petits exemples. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut faire extrêmement attention dans l'espace dans lequel on travaille. Vous allez avoir des normes classiques que vous allez apprendre, qui sont définies sur Rn. Donc on commence par donner la plus connue d'entre toutes, celle que vous avez croisée indirectement déjà au collège quand vous avez utilisé ce fameux théorème de Pythagore. On a du coup sur Rn, une norme assez connue, ce qu'on appelle la norme euclidienne. Alors, comme on est sur Rn, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'élément x qui appartient à Rn est un vecteur, c'est le nom qu'on donne à un élément d'un espace vectoriel, à n composantes, puisque Rn est un espace de dimension n. Cette norme euclidienne, on la note très souvent avec le symbole petit 2, d'accord? C'est la norme 2, si vous préférez. La norme 2, elle fait quoi? Un élément x de Rn, d'accord? Que vous pouvez voir comme ça, si ça peut vous aider, x1 jusqu'à xn, d'accord? Elle va associer la racine de la somme des i allant de 1 jusqu'à n des xi au carré. Donc en d'autres termes, si je vous demande pour cette norme de vérifier les trois axiomes qu'on a précédemment définis, vous allez voir qu'ils sont vérifiés. Une deuxième norme que vous allez croiser assez souvent, c'est ce qu'on appelle la norme uniforme. Donc norme uniforme. D'accord? Et cette fois-ci, on la note avec le symbole infini. Qu'est-ce qu'elle fait cette norme? Un élément x, d'accord? Elle associe la plus grande des composantes en valeur absolue. Donc c'est le max pour tous les i allant de 1 jusqu'à n de la valeur absolue des xi. Et une dernière, bien entendu, que vous allez croiser très souvent, c'est ce qu'on appelle la norme 1. Qu'est-ce qu'elle fait la norme 1? Un élément de Rn, elle associe simplement la somme de ses composantes en valeur absolue. Et ce, pour toutes les composantes qui vont de 1 jusqu'à n. Donc je répète, ces trois normes qu'on a définies sur Rn vont respecter les trois axiomes qui définissent une norme, bien entendu. Maintenant, donnons un exemple dans lequel on va essayer de travailler avec ces trois axiomes. Donc on efface tranquillement. Cette fois-ci, on va se placer dans le cadre suivant. On va se placer dans le cadre de R2. Donc c'est le vecteur à deux composantes. Très bien, je vais définir une norme comme suit. Un élément de R2, d'accord? Je vais définir la norme suivante, qui va être égale à la valeur absolue de 5x plus 3y.
Alors, est-ce que selon vous, hein, j'ai peut-être été vite en besogne parce qu'on n'a toujours pas prouvé que c'était une norme, est-ce que cette application-là est bien une norme sur R2? On va vérifier du coup l'axiome numéro 1. Il faut montrer quoi? Que si norme de xy égale à 0, on a l'équivalence avec le fait que le couple est nul. On part du coup. Si x égale à 0 et y égale à 0, que se passe-t-il? Le couple xy devient celui-ci, et la norme de xy, donc la norme de 0 et 0, donne la valeur absolue de 5 fois 0 plus 3 fois 0, et on obtient bien 0. Donc on a montré un côté de l'équivalence. D'accord? Il faut montrer maintenant le deuxième côté. On va partir du principe que la norme est nulle, et on va essayer de prouver, cette fois-ci, que ça implique que le couple est nul. On suppose que la norme de xy est nulle. Du coup, c'est équivalent à dire quoi ça? C'est équivalent à dire que 5x plus 3y en valeur absolue est nul. Et maintenant, ce qu'il faut prouver pour vous, c'est montrer que forcément cette condition-là, ok, implique que x égale à 0 et que y égale à 0. Si vous arrivez à le démontrer, on aura prouvé l'axiome 1 et on pourra passer à l'axiome 2. Si on trouve un contre-exemple, alors l'axiome 1 n'est pas vérifié et on s'arrête là. Cette application qui a xy associe valeur absolue de 5x plus 3y ne sera pas une norme sur R2. Alors clairement, regardez, si je prends par exemple pour x ici, la valeur moins 3, et pour y, la valeur 5, que devient ce truc-là? Ça nous donne du coup valeur absolue de 5 fois moins 3, plus 3 fois 5. Et c'est donc égal à valeur absolue de 0 qui vaut 0. Donc il s'est passé quoi? On a trouvé un couple xy différent de 0, tel que cette valeur absolue soit nulle. Donc avoir cette valeur absolue nulle n'implique pas toujours que x et y soient nuls. Et on conclut, cette application-là n'est pas une norme. Allez, on va prendre un deuxième exemple et on va reprendre des exemples fondamentaux et on va considérer la norme 2, d'accord, qui était définie comme suit. Donc on se place sur Rn et la norme de x est donnée, je vous le rappelle, par la somme des i allant de 1 jusqu'à n dxi carré, et on prend la racine de cette somme. On va essayer de montrer que cette application qui a x associe la racine de la somme des xi au carré est une norme. Alors tout à l'heure on ne l'a pas fait parce que ça paraissait évident, mais la première chose qu'il faut vérifier quand même, c'est de vérifier que c'est bien une application de Rn dans R+. Là, ça ne fait pas de doute, hein, effectivement, pour tout x appartenant à Rn, très bien, norme de x est positif ou nul. Donc on a bien une application qui va de Rn dans R+. Allez, pour l'axiome 1, on va partir comme ça. Norme de x égale à 0. Ça équivaut à quoi? Et je ne vais pas partir dans les deux sens, hein, on va faire directement avec des équivalents. Ça équivaut du coup, une racine est nulle si l'intérieur de la racine est nul. Donc ça équivalent à écrire que la somme des xi allant de 1 jusqu'à n au carré est égale à 0. Mais du coup, une somme de carrés nulle si et seulement si chaque carré est nul. Donc ça, c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire pour tout i appartenant à l'intervalle des entiers compris entre 1 et n, les xi carrés sont égales à 0. Ce qui est équivalent aussi à dire que pour tout i appartenant à un n, d'accord, les xi sont nuls. Ce qui est équivalent aussi à dire que x est le vecteur nul, d'accord, puisque chacune de ses composantes sont nulles. Et on a montré l'axiome 1. Pour l'axiome 2, ça va être assez rapide, hein. Rappelez-vous l'homogénéité. On va du coup prendre un lambda appartenant à R, un x appartenant à Rn, et on va partir avec norme de lambda x. Ce qui nous donne ici racine de la somme des i allant de 1 jusqu'à n des lambda xi au carré. Ce qui est équivalent directement à dire valeur absolue de lambda, racine de la somme des i allant de 1 jusqu'à n dxi carré. Et on retrouve ici valeur absolue de lambda fois la norme de x. Ok? Puisque ça, c'est la norme de x. Et ça vient du lycée, hein, d'accord? La racine d'un nombre au carré est toujours égale à la valeur absolue de ce nombre. Et on démontre maintenant l'axiome 3, l'inégalité triangulaire. On va prendre la valeur absolue de la somme de deux éléments de Rn, hein, x et y appartiennent à Rn, ce qui nous donne ici racine de la somme des i allant de 1 jusqu'à n, de la somme des composantes au carré du vecteur x plus y. Et c'est quoi les composantes du vecteur x plus y? C'est x1 plus y1 en première composante, x2 plus y2, etc. Donc c'est la somme des xi plus yi, le tout au carré.
Donc une fois qu'on arrive ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il va falloir être un peu plus technique. Je vous ai dit, hein, c'est la partie qui pose toujours problème. Ou faire appel à des théorèmes de cours, ou avoir la bonne vista. Donc je vais effacer un petit peu au-dessus pour avoir un peu d'espace. Hop là. Du coup, je continue ici et je reprendrai là-haut. On va développer à l'intérieur ici. Donc on a racine de la somme des i allant de 1 jusqu'à n, de la somme des xi au carré, hein, j'ai utilisé l'identité remarquable, plus 2xi yi plus yi au carré. Notre idée ici, hein, c'est de comparer ce truc-là, d'accord, versus quel truc? Versus la norme de x plus la norme de y. La norme de x, c'est quoi? C'est la racine de la somme des i allant de 1 jusqu'à n des xi au carré, et norme de y, c'est donc la même chose avec les y, somme des i allant de 1 jusqu'à n des yi au carré. À ce stade-là, on veut montrer que ce truc-là, là, somme des i allant de 1 jusqu'à n des xi au carré plus yi au carré plus 2xi yi est inférieur ou égal à la racine de la somme des i allant de 1 jusqu'à n des xi carré plus racine de la somme des i allant de 1 jusqu'à n des yi au carré. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va élever des deux côtés au carré. Sans aucun problème, la fonction carré étant strictement croissante sur la partie positive, l'inégalité est conservée, et on va obtenir ici somme des i allant de 1 jusqu'à n des xi carré plus somme des i allant de 1 jusqu'à n des yi carré, hein, j'ai appliqué la somme à chaque élément qui est à l'intérieur de la somme, plus 2 fois la somme des i allant de 1 jusqu'à n des xi yi. Et ce sera inférieur ou égal. Et pour démontrer ce qu'on veut, il faudra démontrer que c'est inférieur ou égal à somme des i allant de 1 jusqu'à n des xi carré plus somme des i allant de 1 jusqu'à n des yi carré plus 2 fois la racine du produit des deux sommes. Hop là, xi carré, somme des yi au carré. Alors ça va partir, ça va partir. Le 2 va pouvoir être simplifié. Et il nous reste à comparer ce truc-là avec ce truc-là. Et ici, hein, ce que je vous disais avant, il faut faire appel à l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour démontrer cette dernière étape. D'accord? En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, que je vous redonne ici, ce résultat est facilement démontrable. Et on vient de montrer que l'application proposée, hein, est bien une norme sur Rn. Allez, maintenant on passe aux espaces métriques. Comme tout à l'heure, donnons la définition d'une distance d'abord, d'accord? Et la différence cette fois-ci, c'est que l'ensemble dans lequel on va travailler n'est plus forcément un espace vectoriel, d'accord? On a agrandi le champ d'application. Cette fois-ci, on va prendre un ensemble quelconque, simplement non vide. Et on va définir une distance sur x comme une application qui a deux éléments de cet espace grand X, associe d de x virgule y, qui va devoir respecter trois axiomes qu'on va décrire juste après. Et cette application, comme elle a besoin de deux éléments au départ, elle va de x croix x, et elle renvoie d de xy, qui est une distance, qui lui doit être un élément positif. Ce qui est logique, hein, on a quand même l'habitude de mesurer les choses avec des valeurs positives. Sauf peut-être l'argent qu'on a dans notre compte en banque qui, lui, peut être négatif. Alors les trois axiomes sont assez ressemblants avec ce qu'on a fait avant, hein. On exige pour l'axiome numéro 1 qu'une distance entre deux éléments soit nulle, si et seulement si les deux éléments sont égaux. En d'autres termes, si vous mesurez la distance entre vous et quelqu'un d'autre, la seule chance que cette distance soit nulle, c'est que ce quelqu'un d'autre soit vous-même qui est placé au même endroit que vous êtes vous-même. J'espère que je me suis fait clair. Deuxième chose, et c'est ce qu'on appelle la symétrie, hein. On veut, et c'est important, que la distance de x à y soit égale à la distance de y à x. Si vous faites un Paris-Nice, on veut que ce soit exactement la même distance que Nice-Paris. Ce qui n'est pas le cas dans la vie réelle, hein, c'est pas forcément les mêmes itinéraires de route, mais il faut voir ça comme un vol d'oiseau. Et la dernière, hein, le classico, notre inégalité triangulaire, où on veut vérifier que la distance entre x et y est toujours plus petite que la distance entre x et z, plus la distance entre z et y, et ce pour tout élément x, y, z de notre ensemble. En d'autres termes, si vous allez d'un point à un autre, c'est toujours plus court que si entre ces deux points, vous avez la bonne idée de rendre visite à belle maman. Et on emboîte directement avec la définition d'un espace métrique, hein. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait donné, entre guillemets, avec un espace vectoriel normé. Un espace métrique, c'est simplement un couple, dans lequel figure un ensemble non vide et une application qu'on appelle distance. Ce qui est important à noter, hein, c'est qu'on peut toujours définir une distance grâce à une norme, d'accord? Et il suffit de considérer l'application suivante, d de x, y. Donc on définira une distance
via une norme en notant d de xy de la façon suivante, norme de x moins y. Allez, on finit avec deux petits exemples, et on va prendre un ensemble grand X, ce sera notre ensemble non vide dans lequel on va travailler, et je vais définir une distance de la façon suivante. Pour deux éléments de grand X, je vais associer la valeur absolue de la différence des carrés. Alors, est-ce que cette application-là peut définir une distance? Bien sûr que non. Pourquoi? On voit quoi? On voit que cet axiome-là, d'accord, qui stipulait qu'une distance est nulle si et seulement si les deux éléments sont confondus, n'est pas respecté ici. On a du coup ici distance entre 1 et moins 1 qui vaut quoi? Qui vaut la différence en valeur absolue des carrés, donc 1 au carré moins 1 au carré qui donne 0, et pourtant 1 est différent de moins 1. Allez, on va donner le même genre de distance, mais on va un petit peu changer le truc, et on va noter ici d de xy cette fois-ci, la différence en valeur absolue des cubes. Est-ce que cette application-là est une distance? Alors on va regarder le premier axiome. Axiome numéro 1, d de xy égale à 0. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à x cube moins y cube en valeur absolue égale à 0. Du coup, une valeur absolue est nulle si et seulement si l'intérieur de la valeur absolue est nul. Donc ça, c'est équivalent à écrire x cube moins y cube égale à 0. Équivalent à écrire x cube égale à y cube. Et la fonction cube étant strictement croissante, c'est aussi équivalent à dire que x égale à y. Donc axiome 1, vérifié. Axiome numéro 2. Bien entendu, la symétrie est évidente, avec la valeur absolue qu'on a ici, distance de x à y est égale à distance de y à x. Et on finit avec le troisième axiome, d'accord. Donc on va partir avec d de xz, ok, qui vaut du coup différence entre x cube et z cube avec les valeurs absolues. C'est exactement égal cette quantité à x cube moins y cube plus y cube moins z cube. Pourquoi? Parce qu'ici on n'a strictement rien changé, ça vaut bien 0. La valeur absolue étant une norme sur R, elle vérifie bien entendu l'inégalité triangulaire que l'on va utiliser maintenant. On a donc ça qui est inférieur ou égal à x cube moins y cube plus y cube moins z cube. D'accord? Voyez l'inégalité triangulaire utilisée avec deux blocs, avec ce premier bloc-là et ce deuxième bloc ici. Et maintenant le tour est joué. Pourquoi? Parce que ça c'est égal à quoi? À distance entre x et y plus la distance entre y et z. Et on vient de démontrer l'inégalité triangulaire. Donc cette application-là est bien une distance sur grand X. Allez, on arrête là pour aujourd'hui. Les choses vont largement se compliquer quand on fera vraiment de la topologie. On parlera de boule ouverte, boule fermée, d'adhérence, d'intérieur. On caractérisera ces notions avec des suites. On parlera de continuité, de compact, de fonctions lipschiennes. Et on finira sûrement par la connexité. Allez, bon courage à vous et à la prochaine. Bye bye.